Qui travaille dans le domaine des métiers artistiques le sait. Le rythme de vie y est particulièrement intense, poussant les professionnels à sans cesse se dépasser, sinon à faire preuve d'une endurance démesurée. Problème, cet état d'hyper-excitabilité permanente et polluante, consumant progressivement, qui ne fait rien pour la déjouer. À la performance à tout prix, alors on préférera le calme. Le calme pour tendre à l'efficience, au geste juste. Vous écoutez De la santé au travail en milieu culturel, un podcast coproduit par FCMA, Arto, Spedzi et Sonart, 4 acteurs culturels majeurs des professions du spectacle en Suisse romande, associés autour d'un programme commun poursuivi tout au long de l'année 2021. En jeu, en 5 sessions organisées dans des salles de concert fameuses de Vevey ou d'Yverdon, de Fribourg ou de Genève, identifier, comprendre et anticiper les problèmes liés à la santé rencontrés par les professionnels du spectacle dans notre territoire. Pour son deuxième rendez-vous, ce programme posait ses valises à Neuchâtel, plus précisément à l'Interlope, le vaste restaurant de la Casa Choc. Le mercredi 16 juin, le lieu y recevait la thérapeute, autrice et formatrice lausannoise Sandra Koroll pour une conférence intitulée « Ergonomie intérieure quand le calme devient un super pouvoir ». Retour sur cette soirée organisée par Jocelyne Rodasigva et David Michaud de l'association suisse de musique Sonart, avec qui nous ouvrons ce podcast avant de retrouver peu après Sandra Koroll, rencontrée quelques instants après sa représentation. De la santé au travail en milieu culturel, épisode 2. À toutes et tous, bienvenue dans ce podcast présenté, rappelons-le, par FCMA, Arto, Spedzi et Sonart, réalisation Chahut Média. Alors, je m'appelle David Michaud et je travaille donc pour Sonart, l'association suisse de musique, pour laquelle je m'occupe de l'administration et de la communication pour la Romandie. Jocelyne Rodasigua, je travaille pour Sonart et je m'occupe de tout ce qui concerne les musiques contemporaines pour toute la Suisse. Pourquoi avoir choisi de consacrer cette soirée, dans le cadre du cycle santé au travail, à l'ergonomie ? Ergonomie intérieure, c'est son titre. Au départ, on voulait partir sur ce qui était l'ergonomie posturale. Et en fait, c'est un workshop qu'on a proposé l'année dernière déjà à nos membres. Et on s'est interrogé sur la nécessité de revenir sur cette question de posture, parce qu'il y a beaucoup, tout ce qui concerne l'ergonomie, ça concernait beaucoup l'assise, ou etc. Soit on faisait un workshop pour vraiment travailler la posture de l'instrument, puis du coup, vu les circonstances, c'est compliqué. David et moi connaissons Sandra, qui est conférencière, qui donne différents cours, et du coup, on a pensé à elle, et du coup, ça s'est tout de suite, l'attention s'est tout de suite portée sur justement l'intériorité, le calme intérieur, en fait, en gestion du stress, mais pas seulement aussi, par rapport au fait de poser ses propres limites face à un employeur, face à un système professionnel, voilà, dans lequel évoluent nos membres. On a aussi choisi cette thématique parce qu'effectivement, il y a la notion de limite et puis il y a la notion aussi de gérer ses émotions, de gérer son calme. Pour un musicien, ça peut être par exemple pour monter sur scène, pour gérer les interactions avec le public. Pour les travailleurs culturels, on est beaucoup soumis à des horaires réguliers, beaucoup de stress, beaucoup de pression aussi de la part des employeurs. Et puis du coup, c'est très important aussi de pouvoir... Résistance au stress, c'est un des premières choses qu'on nous demande dans les profils pour les recherches d'emploi, par exemple. Donc c'est quelque chose qui est super important dans nos métiers. Et par rapport à la situation actuelle, il y a une énorme mise sous pression aussi à présent sur les artistes. Il y a des espèces de carambolages de programmation où plein de représentations se retrouvent en même temps, où on nous demande parfois de jouer plusieurs fois pour permettre de faire en sorte que l'organisateur puisse arriver aussi tomber dans ses frais. Il y a cette limite. À quel moment est-ce que je me respecte ? À quel moment est-ce que je subis ? Enfin voilà, c'est ces notions-là aussi. Et donc, par rapport à la situation qu'ont vécu les musiciens depuis une année maintenant, moi j'en ai beaucoup qui m'ont parlé de détresse psychologique, qui m'ont parlé de crise d'angoisse, de stress. Et puis c'est aussi l'occasion peut-être de leur donner des clés pour comprendre un peu comment ils fonctionnent intérieurement et puis pouvoir gérer ça au mieux, quoi. Mais rien dans les structures, je pense au label notamment, au tourneur, etc., n'est prévu pour accompagner psychologiquement ou d'un point de vue sophrologique, pourquoi pas, les artistes, mais aussi les techniciens, toutes les professions du spectacle. Alors non, pas que je sache, à moins que ça soit de la propre initiative de l'artiste, il y a
À ma connaissance, il n'y a pas de structure prévue et d'accompagnement prévu à ce niveau-là. Non. Pareil, en ce qui me concerne, je sais qu'il y a certains théâtres où on peut être en résidence et là il y a des massages qui sont proposés ou des choses plutôt, ça s'axe plutôt sur le corporel, mais à ma connaissance, j'ai jamais rien entendu sur l'aspect psychique. Vous écoutez De la santé au travail en milieu culturel, un deuxième épisode ici consacré à l'ergonomie intérieure quand le calme devient un super pouvoir, pour lequel nous avons rencontré Sandra Corolle, autrice d'une conférence donnée à l'Interlope, le restaurant de la Casa Choc à Neuchâtel. C'était le 16 juin. Sandra Corolle, écrivaine et comédienne, mais aussi psychopraticienne, life coach, hypnothérapeute et formatrice, que nous avons donc rencontré peu après sa présentation, en question avec elle et sous forme de résumé, un aperçu des mérites immenses du calme intérieur et des clés pour l'atteindre dans un environnement fait de stress et d'excitabilité. Oui, 1, 2, 1, 2. Je m'appelle Sandra, j'ai parlé ce soir de choses formidables. Bon, commençons comme ça alors. Sandra Corolle, salut, bonjour. Bonjour. Merci pour la conférence. J'ai relevé dans cet ensemble assez dense quelques points. Peut-être qu'on peut s'attarder sur les points en question. Rappeler l'intitulé de la soirée qui était le calme comme super pouvoir. Revenir peut-être sur cette définition de calme. Qu'est-ce que c'est le calme pour toi ? Je dirais que le calme, c'est l'aptitude à être à la maison. Le calme, on va dire que c'est la fréquence qui se rapproche le plus de qui on est en fait naturellement. Dans notre humanité, dans notre connexion à nous-mêmes, connexion aux autres. Donc le calme, c'est un état d'être, c'est une fréquence qui va nous permettre en fait d'être très présent et de gérer notre énergie, d'entrer en dialogue avec le monde extérieur et notre monde intérieur de façon, on va dire, efficiente, c'est-à-dire en étant en équilibre entre ce qu'on va générer comme énergie et les résultats qu'on va avoir et de rester surtout très très précis et présent en fait. Voilà. Et Sandra, si je m'en tiens à ma ligne, le calme, on vient de le regarder dans les yeux, mais un calme qui deviendra un super pouvoir, qu'est-ce qu'il faut entendre ? Mais il faut entendre que plus on va développer notre compétence à naviguer un état de calme intérieur, plus on va en fait avoir accès à des parties de nous qui sont quelque part, on va dire, les meilleures parties de nous-mêmes. Donc tout ce qui est en lien avec l'imagination, les idées élevées, les idées empathiques, tout ce qui est en lien avec le vivant, avec notre aptitude à entrer en connexion avec l'autre, eh bien ça, ce sont des aptitudes qu'on ne pourra connecter et exprimer que si on est calme. C'est-à-dire que si on est excité, si on se sent en danger par exemple, on va tomber dans des états intérieurs qui vont nous amener vers de la déconnexion et vers des comportements très automatiques. On va se couper en fait de nous-mêmes. Donc le plus grand super pouvoir du calme, c'est notre aptitude à entrer en relation, en connexion avec l'autre. Donc là par exemple, je vous regarde, je vous parle, puis vous me regardez dans les yeux, on se regarde dans les yeux, on se sourit. Donc là en fait on est en connexion. C'est parce que vous êtes calme, parce que je suis calme et qu'on peut rentrer en connexion de profonde et authentique en fait. Et aussi parce que je connais ma prochaine question qui est simple. C'est quoi la santé au travail ? La santé au travail, on va dire que c'est une aptitude à naviguer plusieurs états intérieurs. Parfois, le calme c'est bien, on est relaxé, on est ouvert. Mais parfois, on doit être mobilisé. Il y a quelque chose qui arrive, qui est stressant, et on doit y répondre en étant mobilisé, donc en générant d'autres choses à l'intérieur de nous. Et la santé au travail, c'est l'aptitude à, quelque part, se balader à l'intérieur de nous et faire appel à différentes aptitudes. C'est un état de connexion. Quand je suis connectée avec moi-même, mes territoires intérieurs sont vastes et je vais pouvoir répondre à ce qui m'arrive de manière adaptée, cohérente, proportionnelle. Tandis que si je me sens en danger, en déconnexion, je vais répondre de manière automatique à ce qui m'arrive. Je vais me sentir, en me sentant en danger. Je ne vais pas pouvoir atteindre les bonnes idées, le bon comportement. Je vais tomber dans quelque chose de très archaïque, de très primitif.
je ne vais pas pouvoir offrir le meilleur de moi-même par rapport à la situation. Et ce faisant, je vais rester dans un endroit qui est extrêmement stressant. Et plus je suis en stress, plus je suis excitée, plus je me coupe des aptitudes de régénération de mon corps, par exemple. Donc la santé au travail, on va dire que c'est d'abord se connaître soi-même, de quoi j'ai besoin pour être calme, pour être épanoui. Chose infiniment difficile. Infiniment difficile, parce qu'on ne nous l'apprend pas. On nous apprend parfois à calmer l'autre, on nous apprend parfois à faire bien, à être aimé plutôt que de s'aimer soi-même. Donc se connaître soi-même, qu'est-ce qui me fait du bien, de quoi ai-je besoin pour me sentir bien au travail, de quoi ai-je besoin pour pouvoir donner le meilleur de moi-même. Comment j'atteins cet état et surtout comment je retourne dans cet état de calme quand j'ai été éjectée de cet état-là. Donc en gros, ça demande une connaissance de nos territoires intérieurs pour pouvoir les naviguer et retrouver le chemin de la maison, en fait. Ce serait ça, la santé. Ouais. Sandra, ce soir, vous avez présenté ou proposé 2 grandes structures qui régiraient notre psyché et puis nos réactions, notre aptitude à s'adapter ou pas. La première, c'était la théorie, vous me corrigez si, puisque évidemment c'est affreusement mal écrit sur mon carnet, donc je vais riper, la théorie polyvagale, on est bon là-dessus, ouais. Et l'autre sont ce qui relève des ondes cérébrales et de l'activité neuroélectrique. Est-ce un pari que je vous propose de faire, très rapidement, présenter ces 2 grandes notions? Alors très rapidement. La théorie polyvagale, c'est une théorie développée en psychothérapie. C'est une théorie psychocorporelle donc, qui nous explique le lien entre le psychisme et le corps. Ça s'appelle polyvagal parce que ça parle du nerf vague qui était un des nerfs de notre cerveau. Vague, ça vient de vagus, vagabond, parce que c'est le nerf le plus long de notre corps. C'est un nerf qui connecte notre ventre à notre cœur, à notre voix, à notre visage. La théorie polyvagale va parler de ce qu'on va appeler le système nerveux autonome. Donc en fait, c'est le système nerveux automatique qui va générer en nous tout un tas de choses sans que nous en ayons conscience. Notre pression artérielle, le fait qu'on transpire ou pas, les battements de notre cœur. Et dans la théorie polyvagale, on nous raconte qu'en fait, nous percevons et nous réagissons au monde à travers ce système nerveux. Donc si ce système nerveux est calme, je vais percevoir le monde d'une manière calme et je vais avoir un comportement calme, c'est-à-dire un comportement de connexion. Si mon système nerveux perçoit un danger, eh bien, il va se mobiliser et offrir une autre réaction qu'une réaction de connexion. Je vais me mobiliser, il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me battre? Est-ce que je dois fuir? Et puis la particularité de la théorie polyvagale, c'est que on va parler d'une 3e réaction qui fait que quand mon système nerveux perçoit un danger terrible, c'est-à-dire un danger de mort, je vais me déconnecter. Je vais m'effondrer, m'immobiliser pour essayer de survivre. Donc en fait, en résumé, la théorie polyvagale nous dit qu'on peut être à 3 étages. Et ces 3 étages dépendent des signaux de danger ou de sécurité que nous captons dans notre environnement global ou même en fonction de la personne qu'on a en face, et qu'on a un système nerveux qui scanne la réalité tout le temps à la recherche de signaux qui vont lui dire est-ce que là je suis en sécurité ou est-ce que là je suis en danger. Et en fonction de si je suis en sécurité ou si je suis en danger, je ne vais pas avoir le même comportement. Sauf que si mon système nerveux est déréglé, il est tout le temps en danger, même quand je suis face à une situation, une personne bienveillante, je vais malgré moi capter un danger parce que là, les câblages ne sont pas tout à fait exacts. Et du coup, je vais donner une réponse à cette situation qui est inadéquate. Ce qu'on appelle un traumatisme. J'ose basculer tout de suite sur le rôle des ondes cérébrales et de l'activité neuroélectrique. Comment est-ce qu'elle agit? Alors en fait, en fonction de où on se trouve, on va se balader dans une fréquence neuroélectrique singulière. C'est-à-dire, notre cerveau émet des ondes, une fréquence qui se calcule en hertz, comme en radio, comme en musique. Et en fait, ce qu'on apprend, c'est que, de manière un petit peu contre-intuitive, plus on va augmenter notre activité neuronale, plus on va augmenter la puissance des hertz, plus on va faire monter l'électricité, en fait, plus on va se mettre dans un état intérieur qui va aller vers la déconnexion ou l'agressivité. Alors qu'en fait, c'est un petit peu contre-intuitif parce qu'on est dans une société qui nous demande d'être très performants
d'être très occupé, de produire beaucoup. Donc on a tendance à, comme on dit, se presser le citron, comme ça on réfléchit beaucoup. Et c'est comme ça qu'on pense donner le meilleur de nous-mêmes. Alors que la théorie des ondes cérébrales nous dit, plus je vais augmenter la fréquence de mes ondes, plus je vais aller haut dans les hertz, plus je vais me déconnecter de moi-même en fait. On dit plus on est haut, plus on est agressif, plus on est primitif. Et là, on retombe un petit peu sur les mêmes choses. Plus je m'excite, plus je suis en état d'excitabilité, plus je vais me couper de qui je suis. Sandra, imaginons je suis en burn-out. Et au regard de ce que vous venez de dire, qu'est-ce qui m'est arrivé ? On dira, alors c'est difficile de généraliser, mais ce mot burn-out, il est intéressant. Burn-out, je brûle dehors, c'est-à-dire que l'élan vital, le feu intérieur qui est censé m'amener vers la créativité, vers la vie, n'est plus maîtrisé parce que je suis trop excitée, je suis trop sous pression et ce feu qui est plus maîtrisé va brûler mon intériorité et brûler à l'extérieur de moi en fait. C'est-à-dire que je ne suis pas régulée à l'intérieur de moi. Il y a des éléments qui manquent. L'ancrage par exemple, on dit que pour faire baisser le feu, on va avoir besoin de terre et puis ensuite d'eau. Oui. Donc je suis plus ancrée, je suis plus présente. Et je me suis certainement fait prendre par un mouvement qui m'a amené à penser que je devais produire plus pour être acceptée, que je me sentais en danger, donc j'ai dû faire mieux, faire plus, faire différemment pour ne pas être rejetée, etc. Et j'ai monté la pression. Et en fait, en montant la pression, j'ai certes gagné en performance, mais je ne peux pas tenir longtemps là-dedans, parce que je vais brûler en fait. Mais plus je vais en performance, plus je vais en excitabilité, plus je me coupe de moi-même. Et à chaque fois que je suis déconnectée de moi-même, je quitte l'état de la santé. En fait, je fais du mal à mon corps. Sandra, j'aimerais revenir avec vous sur un point que vous avez traité, qui est évidemment lié à la question qu'on vient d'évoquer, celle du burn-out. La question est la suivante, la mécanique de la domination, voire même du mobbing, au travail bien sûr. Comment je m'en sors ? Quels sont les outils adaptés, ceux que vous avez présentés, avec lesquels j'arrive à m'extraire de cette situation, ou même tout du moins de la comprendre ? L'outil le principal avec lequel moi je travaille, c'est la prise de conscience. L'aptitude à s'observer soi-même et à se dire qu'est-ce qui est en jeu en ce moment entre moi et cette personne. Souvent, quand j'entends des personnes me parler de mobbing ou qui se retrouvent dans des situations de manipulation, quand moi-même j'ai pu être dans des situations de manipulation, il y avait une partie de ma conscience qui me disait « mais tu es en train de rejouer quelque chose ». Il y a là un traumatisme qui se rejoue et qui essaye de se résoudre. On le dit parfois en termes systémiques, que je vais me retrouver parfois au travail ou en amitié, mais au travail dans des situations absolument similaires que celles dans lesquelles j'ai été au niveau familial. Quand on est enfant, on grandit, il nous arrive des choses qu'on ne peut pas gérer tout de suite. On ne peut pas les régler. Ça s'appelle des irrésolus. Donc on grandit et puis le système nerveux il se dit bon, là je suis trop petite, je ne peux pas régler ça. Je vais mettre ça dans un bocal, je vais le mettre sur une étagère et puis quand je serai grande, j'essaierai de régler cette chose-là. Je vais essayer de régler cet irrésolu, cette relation qui ne fonctionne pas. Puis quand je grandis, on va dire que inconsciemment, je vais parfois me mettre dans des situations qui vont me permettre de rejouer une situation du passé parce que j'essaye de résoudre quelque chose que je n'ai pas pu résoudre avant, en fait. Donc, il y a toujours quelque chose qui se rejoue et pour sortir d'un jeu comme ça, d'un triangle, de quelque chose qui nous prend, la conscience, c'est un outil extraordinaire, c'est-à-dire l'aptitude à sortir un tout petit peu de la situation et de se dire, mais en fait, qu'est-ce qui est là en train de se rejouer de mon histoire propre ? Et si ça se rejoue, c'est parce que l'enseignement n'est pas arrivé jusqu'au bout. Il y a quelque chose là qui cherche à m'enseigner à sortir de la peur. Là, on peut reprendre une sorte de puissance, en fait. Là, on peut se dire, oh là là, il n'y a pas un méchant et un gentil, il n'y a pas une victime et un bourreau. Il y a quelque chose qui se joue à deux, qui est rentré en résonance. C'est une invitation à augmenter en termes de conscience, en fait. Sandra, je vous quitte sur une phrase toute faite que vous avez lancée tout à l'heure. Alors évidemment, elle est évidente, mais je vous la resserre et j'aimerais vous entendre la commenter. La phrase est la suivante, le calme résout tout.
Le calme résout tout. Bon, c'est une phrase dans laquelle je crois profondément, ne serait-ce que parce que, à titre personnel, ça n'est pas dans les moments d'agitation et d'excitation intérieure où on part comme ça dans des narrations intérieures de qu'est-ce qui se passe, d'injustice, qu'on résout quelque chose. Peut-être que la résolution, elle arrive au moment où, parce qu'on reste calme, on arrête de nourrir ce qui est en train de se manifester. Ce qui se passe à l'extérieur de moi ou à l'intérieur de moi, c'est une manifestation, un phénomène qui a besoin d'énergie. Tant que ce phénomène reçoit de l'énergie, il continue à vivre. Si je reste calme, que j'arrête d'émettre et que j'arrête de nourrir ce nœud, on désamorce. On désamorce. Mais pour ça, il faut faire le deuil de certaines choses. C'est plus important d'avoir raison. C'est plus important d'être le meilleur ou la meilleure. Je dois quitter des notions de justice, injustice. Je dois me placer à un autre niveau. Le but, c'est de ramener le calme. Quand on entre dans une conversation chahutée avec quelqu'un, puis on veut absolument, on lève le doigt, on veut avoir raison, on cherche quoi ? En fait, on cherche à retrouver le calme. Parce qu'au moment où l'autre dira « Ah oui, mais tu as raison », ça va nous calmer. Donc autant aller jusqu'au bout. Pour aller jusqu'au bout directement, pour être efficient, on arrête de nourrir. Ça va se calmer tout seul. Merci beaucoup. Merci à vous. Jocelyne Rudasigva et David Michaud de l'association suisse de musique Sonart et l'autrice, formatrice et thérapeute Sandra Corolle étaient les invités de ce deuxième épisode du podcast La santé au travail en milieu culturel. C'est un podcast produit par FCMA, Artos, Pezzi et Sonart dans le cadre du cycle de conférences Santé au travail inauguré en mai dernier, c'était à Vevey. La réalisation est signée Chahut Média et la musique Nick van Frankenberg. Prochaine halte du programme Santé au travail, ce sera le 29 juin prochain à Frisson, à Fribourg, en compagnie de Patrick Mongold, avocat spécialisé en droit du travail et artiste en spectacle vivant, et d'Alban Schlechten, directrice de la FCMA et cofondatrice du label Weekend Dance It. Il sera question de protection de la personnalité et de lutte contre les violences au travail. Une rencontre qui donnera naturellement lieu au 3e podcast de cette collection. Plus d'informations sur le programme Santé au travail sur les sites internet de FCMA, Artos, Pezzi et Sonart. Et quant à ce podcast, vous le retrouvez également sur l'ensemble des plateformes de podcast, Spotify, Deezer ou bien Apple Podcast et bien d'autres. On vous dit à bientôt pour un autre épisode.